Le test Trinity a été la première explosion nucléaire de l'histoire de l'humanité. Quels risques les scientifiques ont-ils pris à l'époque de déclencher une réaction en chaîne dans l'atmosphère et de détruire ainsi la planète entière, comme le montre le film Oppenheimer? C'est ce que nous expliquons dans cette vidéo et il y a aussi des images originales incroyables de l'explosion, alors ne manquez pas de suivre jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Cette année, le film Oppenheimer est sorti au cinéma. Il raconte l'histoire de la vie du physicien surdoué Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, et oui, le film n'a pas pu échapper aux critiques jubilatoires. Je l'ai bien sûr vu directement au cinéma et je dois dire que je n'ai pas été très enthousiaste. Pour moi, les aspects scientifiques du film étaient beaucoup trop courts. À part quelques explications de physique du niveau de l'école primaire, nous n'apprenons pas quelle est la percée scientifique derrière la bombe atomique. Nous voyons quelques-uns des physiciens les plus doués de tous les temps, comme Niels Bohr, Edward Teller, Albert Einstein, mais nous ne savons pas ce qu'ils ont fait pour diviser l'atome. Peut-être que je suis allé voir le film avec de mauvaises attentes et que j'étais un peu naïf de m'attendre à une profondeur de physique quantique dans un tel blockbuster, je ne sais pas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as vu le film et ce que tu en as pensé, je serais extrêmement intéressé de savoir si tu es d'accord avec mon évaluation ou si tu dis « Non Tim, tu n'as aucune idée, le film était génial ». J'ai quand même réfléchi plus longtemps à un aspect du film après coup. Entre les physiciens, le film mentionne l'inquiétude qu'un test d'armes nucléaires puisse théoriquement déclencher une réaction en chaîne inarrêtable dans l'atmosphère, ce qui aurait finalement signifié la fin de la planète et de notre espèce. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien. De nombreuses explosions d'armes nucléaires, aussi désagréables soient-elles, n'ont pas mis l'atmosphère à feu et à sang de manière apocalyptique. Mais pourquoi pas ? Et à quel point Oppenheimer et compagnie pouvaient-ils être sûrs qu'ils ne détruiraient pas la planète entière? Dans ce cas, la fameuse phrase d'Oppenheimer aurait été encore plus appropriée. Voici l'enregistrement original. Nous sommes en 1939. La Deuxième Guerre mondiale fait rage et de nombreux scientifiques célèbres, comme Albert Einstein, Léo Szilard et Edward Teller, ont émigré ou fui aux États-Unis. Beaucoup de ces physiciens pensaient qu'il était possible que l'Allemagne travaille sur une arme nucléaire, une bombe atomique comme nous l'appelons aujourd'hui, et ont donc écrit une sorte de lettre d'avertissement au président américain Franklin D. Roosevelt. Dans cette lettre dite Einstein-Szilard, ils mettent en garde contre une bombe atomique allemande et demandent que les États-Unis lancent leur propre programme de développement d'une arme nucléaire. Cela a finalement conduit au lancement du projet Manhattan qui, à partir de 1942, sous la direction de Robert Oppenheimer, avait pour objectif clair de rendre la première fission nucléaire découverte quelques années auparavant utilisable à des fins militaires, de développer une bombe atomique et d'avoir ainsi un immense avantage militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, Oppenheimer a réuni certains des esprits les plus brillants de son époque, probablement même certains des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, dans une ville de recherche spécialement construite à cet effet près de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Au total, avec la logistique et tout le reste, plus de 100 000 personnes ont travaillé sur le projet Manhattan. Et en tenant compte de l'inflation, plus de 25 milliards de dollars ont été dépensés, une somme incroyable, mais en y réfléchissant. Elon Musk a dépensé 44 milliards de dollars pour Twitter, il aurait donc pu sponsoriser presque 2 projets de recherche de cette ampleur. Le projet Manhattan a finalement atteint son objectif et a abouti au test Trinity. Le 16 juillet 1945, la première explosion nucléaire de l'histoire de l'humanité a eu lieu à quelques kilomètres de la ville de recherche, sur le site appelé White Sands Proving Ground. Ici, tu peux voir une image originale de l'explosion au ralenti. C'est incroyable que nous ayons des images originales de cela et que l'on puisse deviner la puissance incroyable de cette explosion. J'ai d'ailleurs trouvé cela très réussi, car le plus grand soin a été apporté à l'ambiance sonore originale d'une explosion et on est ici vraiment complètement cloué dans son fauteuil par les cinémas avec un bon système sonore. Ici, nous voyons un enregistrement de l'explosion 0,025 secondes après l'allumage. Imagine-toi cela, les physiciens impliqués dans le projet Manhattan se tiennent là, attendent la détonation et ne pouvaient pas être sûrs de ce qui allait se passer car il s'agissait après tout de la première détonation d'armes nucléaires de tous les temps. Et à l'époque, il y avait de sérieuses voix dans la communauté scientifique qui pensaient qu'il était possible qu'une telle arme nucléaire déclenche une réaction en chaîne impossible à arrêter, qui finirait par s'emparer de l'atmosphère de la planète et tout détruire. Donc vous êtes là, vous attendez l'explosion et vous pensez qu'il y a une petite probabilité que la fin du monde puisse commencer, incroyable. Mais pourquoi certains pensaient-ils que c'était possible? L'idée était la suivante, l'énorme boule de feu,
l'énorme explosion nucléaire ne s'arrête pas à un moment donné. La réaction nucléaire en chaîne continue de sauter, atteint l'atmosphère, l'enflamme et c'est la fin du monde, car la réaction en chaîne ne s'arrête jamais, ou alors très, très tard, une fois la planète détruite. Le célèbre physicien allemand Werner Heisenberg partageait également cette inquiétude au début. Nous savons par les mémoires d'Albert Speer. Heisenberg n'avait pas donné de réponse définitive à ma question de savoir si une fission nucléaire réussie pouvait être maintenue sous contrôle avec une certitude absolue ou si elle pouvait se poursuivre sous forme de réaction en chaîne. Hitler n'était manifestement pas content de cela. Examinons cela de plus près. Une explosion d'armes nucléaires est basée sur la fission nucléaire, c'est-à-dire la séparation du noyau atomique, ou sur la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fusion des noyaux atomiques. C'est pourquoi il existe deux types principaux d'armes nucléaires, les bombes atomiques et les bombes à hydrogène. Les bombes atomiques, comme le test Trinity, utilisent la fission nucléaire de noyaux atomiques lourds, comme l'uranium-235 ou le plutonium-239. Une masse sous-critique de matière fissile est comprimée en une masse surcritique par des explosifs très communs, comme le TNT. La masse critique est la quantité de matière fissile nécessaire pour créer une réaction en chaîne auto-entretenue. Lorsque la masse critique est atteinte, les noyaux atomiques se divisent et une quantité énorme d'énergie est libérée sous forme de chaleur, de lumière, d'ondes de choc et de rayonnement radioactif. En revanche, une bombe à hydrogène n'est pas une arme à fission nucléaire, mais une arme à fusion nucléaire. Ici, les isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, sont amenés à fusionner. Comment obtenir l'énorme énergie nécessaire? Logiquement, par la fission nucléaire. En d'autres termes, une arme à fusion nucléaire a besoin d'une arme à fission nucléaire pour exploser. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bombe atomique, l'arme à fission nucléaire, telle qu'elle a été utilisée lors du test de Trinity et plus tard à Hiroshima et Nagasaki. Si une réaction en chaîne auto-entretenue est déclenchée dans une telle bombe, il n'est pas si éloigné de penser que cette réaction en chaîne pourrait également capturer d'autres atomes et d'autres encore. Jusqu'à ce que la fission des noyaux atomiques se produise à un rythme exponentiel. Une telle réaction en chaîne incontrôlée aurait, comme on le craignait à l'époque, des conséquences catastrophiques bien au-delà de l'environnement du lieu de la détonation. Les atomes d'hydrogène dans l'atmosphère pourraient faire partie de la réaction en chaîne et déclencher ainsi une réaction en chaîne globale, une tempête de feu nucléaire. Le physicien et prix Nobel Arthur Compton, qui travaillait aussi à l'époque au sein du projet Manhattan, disait à l'époque: les noyaux d'hydrogène sont instables et peuvent se combiner pour former des noyaux d'hélium en libérant une grande quantité d'énergie, comme c'est le cas sur le Soleil. La température extrêmement élevée de la bombe atomique ne pourrait-elle pas être exactement ce qui est nécessaire pour faire exploser l'hydrogène? Et il a ensuite ajouté une pensée qui me glace le sang rien qu'à l'idée. Et qu'en est-il de l'hydrogène dans l'eau de mer? L'explosion de la bombe atomique ne risque-t-elle pas de déclencher une explosion de l'océan lui-même? Et ces pensées d'horreur peuvent être faites non seulement avec l'hydrogène, mais aussi, par exemple, avec l'azote, un gaz qui constitue 78% de l'atmosphère. Mais le fait que tu regardes cette vidéo, ce qui me fait d'ailleurs très plaisir, et que je me trouve ici, sont des indices relativement forts qu'il n'y a pas eu de tempête de feu atmosphérique et que la fin du monde a échoué. À Los Alamos, on avait bien sûr calculé minutieusement le danger que représentait la tempête de feu planétaire. Dans un rapport publié en 1946 par 3 physiciens du projet Manhattan, on peut lire ceci. Il s'avère que, quelle que soit la température à laquelle une partie de l'atmosphère est chauffée, il est peu probable qu'une chaîne de réactions nucléaires se propageant d'elle-même se mette en marche. Il est impossible d'atteindre une telle température à moins d'utiliser des bombes à fission ou des bombes thermonucléaires qui dépassent de loin les bombes actuellement envisagées. Et comme nous le savons aujourd'hui, même avec la bombe la plus puissante de l'histoire de l'humanité, nous étions loin d'enflammer les atmosphères. La plus grosse bombe jamais lancée était la gigantesque bombe Tsar de l'Union soviétique en 1961. Elle était en fait assez puissante pour briser des fenêtres à plus de 800 km de distance. Elle était 1,5 millier de fois plus puissante que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies, et la tempête de feu atmosphérique n'a pas eu lieu. Pourquoi? Pourquoi la réaction nucléaire en chaîne ne se poursuit-elle pas indéfiniment lors de ces détonations? Nous venons d'entendre une réponse et elle reflète très bien la belle simplicité de la physique. Il est théoriquement possible de mettre le feu à l'atmosphère, mais cela nécessite tout simplement beaucoup plus d'énergie. Par contre, lors de l'explosion Trinity, la perte d'énergie était bien trop importante pour un tel scénario. Une énorme quantité d'énergie a certes été libérée, mais cette énergie est émise sous forme de chaleur, de lumière, d'ondes de choc et de rayonnement radioactif. Même dans les conditions les plus extrêmes, l'énergie perdue lors de la détonation de la bombe serait bien supérieure à l'énergie gagnée, empêchant ainsi une réaction en chaîne durable.
À cela s'ajoute le fait que la quantité de matière fissile était trop faible. Pour une réaction en chaîne contrôlée, il faut une certaine quantité de matière fissile, appelée masse critique, comme nous l'avons déjà appris. Or, même les plus grosses bombes atomiques ne contiennent pas assez de matière fissile pour atteindre la masse critique nécessaire à une réaction en chaîne incontrôlée. Un autre aspect qui a rendu impossible la réaction en chaîne de la fin du monde est l'inefficacité de la fission nucléaire. Seul un petit pourcentage d'atomes dans la matière fissile est effectivement divisé lors d'une explosion de bombe atomique. Pour maintenir une réaction en chaîne, il faudrait que pratiquement tous les noyaux fissiles soient fondus, ce qui n'est pas possible dans la pratique. Même si l'on parvenait à construire une mégabombe géante avec une réaction en chaîne atomique parfaite, les conditions dans l'atmosphère ne seraient en outre pas vraiment optimales, car nous avons partout des densités, des pressions et des températures différentes. Pour une réaction en chaîne continue, l'atmosphère serait bien mieux adaptée si elle présentait des conditions uniformes partout. Je sais, c'est un peu dur à avaler, alors voici un résumé des raisons pour lesquelles Oppenheimer et ses amis n'ont pas complètement pulvérisé la Terre, ni aucune autre explosion nucléaire. Premièrement, la perte d'énergie est trop importante. Deuxièmement, la quantité de matière fissile est trop faible. Troisièmement, la réaction en chaîne est trop inefficace. Quatrièmement, les conditions dans l'atmosphère ne sont pas optimales pour une réaction en chaîne. La plupart des personnes impliquées dans le projet Manhattan le savaient probablement aussi. Mais il est bien sûr absolument vrai que cette possibilité a été discutée et calculée. Je veux dire, personne n'aimerait être celui qui a accidentellement détruit la planète entière. Il ne sert à rien de dire « Oups, c'était un accident ». Quelle était la certitude des physiciens de Los Alamos? Daniel Holz, professeur de physique à l'Université de Chicago, le formule ainsi. On ne parle pas souvent en termes de certitude en physique. Les physiciens parlent toujours en termes de probabilité. Si tu n'as pas réalisé l'expérience, tu hésites à dire « c'est impossible, cela n'arrivera jamais ». C'est bien d'y avoir pensé. Maintenant, au lieu de la radioactivité, augmentons le nombre d'abonnés à ma chaîne. Car d'après les statistiques, je sais que plus de la moitié des spectateurs de mes vidéos ne sont pas abonnés du tout. C'est absolument gratuit, cela m'aide énormément et tu ne manqueras plus aucune nouvelle vidéo. Alors, appuie bien sur le bouton d'abonnement, merci à tous. Restons un instant sur la physique des particules, mais passons aux photons, les particules de lumière. La vitesse de la lumière est ce qu'il y a de plus rapide. On l'entend souvent, mais est-ce vraiment vrai? J'ai expliqué en détail pourquoi les chercheurs veulent briser la vitesse de la lumière en laboratoire et comment nous pouvons même construire un moteur à vitesse de la lumière dans la vidéo affichée. N'hésite pas à cliquer dessus, c'est très intéressant. Et si tu veux soutenir mon travail, clique sur la boutique Astro et achète les t-shirts des vidéos, chaque achat m'aide beaucoup à continuer la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance, les gars.